L'industrie minière en République démocratique du Congo a rapporté 6 milliards de dollars américains à l'économie nationale. Dans un prêt de presse organisé la semaine dernière à Kinshasa par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, le président de la Chambre des mines de la RDC a justifié cette performance entre autres par des paiements significatifs au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits et par l'augmentation des recettes d'exportation consécutives à la hausse des coûts des produits de base observée à partir de 2017. Lorsqu'on prend les années 2018, 2019 et le premier trimestre 2020, mesdames et messieurs, nous sommes à près de 6 milliards de dollars qui ont été générés par le secteur minier. On ne parle pas beaucoup de ces chiffres, mais ce sont des chiffres vrais. Et croyez-moi, 6 milliards de dollars, ce n'est pas donné, ce n'est pas peu d'argent. Combien de kilomètres de route on peut asphalter? Combien d'écoles on peut construire? Combien d'universités on peut construire avec 6 milliards de dollars? Et là, j'englobe en fait tout ce qu'il y a comme génération de recettes. Donc. Cependant, Louis Watsum estime que, malgré l'apport de l'industrie minière en République démocratique du Congo, les réalisations sur terrain dans le cadre du développement et des communautés locales ne bénéficient pas à sa juste valeur de la multiplicité de ces taxes. On peut parler de faiblesse d'administration minière, on peut parler de fraude, on peut parler de corruption, on peut dire beaucoup de choses. Mais je crois que quelque part, on doit tous travailler. Quand je dis tous, c'est nous tous. C'est vous la presse, la société civile, nous les opérateurs miniers, le gouvernement, pour que justement nous parlions le même langage des chiffres. Parce que croyez-moi, 1,6 milliard de dollars, ce n'est pas peu d'argent, ce n'est pas donné. Instituée au sein de la Fédération des entreprises du Congo, la Chambre des mines a pour mission de piloter les travaux afférents au secteur minier en RDC. Elle a remplacé la Commission nationale des mines le 24 mars 2011 et prône 5 valeurs, à savoir la sécurité, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et le professionnalisme. La République démocratique du Congo est l'un des pays les mieux dotés en termes de biodiversité. La reconnaissance endogène traditionnelle des communautés congolaises fait de la pharmacopée congolaise l'un des plus importantes d'Afrique. Cependant, ces connaissances restent moins connues. Dans une interview exclusive accordée à Environews RDC à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la préparation aux épidémies décrétée par l'ONU le 7 décembre 2020, le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a annoncé la mise en place d'un comité pour valoriser la médecine traditionnelle en RDC, car 70% de la population mondiale recourt à la pharmacopée pour se faire soigner. Dans un proche avenir, un comité de pharmacopée traditionnelle congolaise sera mis en place pour la valorisation des recettes traditionnelles, pour être ainsi complet. Plusieurs médicaments qui aident actuellement les patients congolais proviennent de cette pharmacopée. Et qu'aujourd'hui, si nous avons des résultats palpables en termes de la gestion de la pandémie Covid-19, outre le respect réel des mesures barrières, l'usage de la vaccination qui est poussée à travers le monde, la pharmacopée contribue également énormément dans la prise en charge de cette pathologie. À cette occasion, les Nations Unies demandent aux États d'organiser des activités d'information et de sensibilisation afin de souligner l'importance de la prévention des épidémies. En consacrant cette journée à la préparation des épidémies, l'ONU demande ainsi aux pays d'accorder une particulière attention à cette action. C'est une très bonne initiative qui permet aux différents pays du monde en général, et particulièrement à notre pays, la RDC, d'investir dans la prévention et la préparation aux épidémies en vue d'anticiper les aléas. La RDC ne cesse d'être victime des épidémies. Le ministère de la Santé songe-t-il à un laboratoire ou un département de préparation aux épidémies? Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère dont j'ai la charge, dispose d'un laboratoire national, en l'occurrence l'Institut national de recherche biomédicale, en sigle INRB, et d'un laboratoire secondaire qui est situé à Lubumbashi. Les deux sont des grands labos homologués par l'OMS. Le pays dispose aussi d'autres laboratoires en province, à Goma, à Bukavu, à Mbandaka, à Kananga, à Kisangani. Et certains d'entre eux sont en voie de réhabilitation.
Comme déjà mentionné, depuis plus de 10 ans, il existe un réel réseau de laboratoires bien organisé dans notre pays. Actuellement, le ministère de la Santé, appuyé par la Banque mondiale, s'investit dans la réhabilitation de plusieurs labos et dans un laboratoire ou une clinique des plantes à Kinshasa pour le camp du ministère de l'Environnement. Tout cela pour renforcer le réseau de laboratoires existants en vue de la détection précoce des épidémies. Il existe bel et bien au ministère dont j'ai la charge des directions et des programmes habilités à cet effet. En adoptant la résolution qui fait de la journée du 27 décembre celle de la préparation aux épidémies, l'Assemblée générale de l'ONU a mis en évidence une absence d'anticipation en ce moment où le Covid-19 continue à se propager dans le monde. Cette résolution encourage donc les 193 pays membres des Nations Unies à organiser des activités d'information et de sensibilisation afin de souligner l'importance de cette journée. Mais force est de constater que cette journée, malgré son importance, est passée sous silence dans le monde en général et en RDC en particulier. L'Office de route, créé en République démocratique du Congo depuis le 26 mars 1971, est toujours présent sur le terrain. Dans sa mission de relier le Congo profond au reste du pays, il a entrepris récemment une vaste tournée d'inspection de la voirie routière déjà existante afin d'intéresser des partenaires qui vont permettre à cet établissement de l'État congolais de réaliser la totalité de son cahier de charges. Ainsi, 58 129 km de réseau routier demeurent sa responsabilité, tel qu'explique l'ingénieur Ufutu Mugabe, également membre de la délégation ayant effectué cette mission d'inspection à travers le Congo. La Banque africaine avait estimé que l'on puisse penser au partenariat public-privé et gestion des ressources extérieures, que le pays ne compte plus sur son budget d'investissement, mais qu'il puisse aussi compter sur des partenaires. Et nous, en tant que cette cellule-là, alors qu'il a vu la vision du chef de l'État, vu les projections de notre ministère et la direction générale nous avait donné mission de fouiller à travers le monde, de trouver des partenaires crédibles qui peuvent moderniser nos routes. Revenu de sa mission d'inspection à travers les provinces congolaises, l'ingénieur Ufutu, œuvrant comme cadre à l'office de route et en tant que membre de la cellule de partenariat public et privé et ressources humaines, a subdivisé ses travaux de longue haleine sur le réseau routier de la RDC en deux pôles et il explique bien. Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC a deux grands pôles économiques. Nous avons le pôle ouest avec notre Mwanda. Nous avons le pôle aussi au nord avec Mambasa. Et pour les relier, il faut partir de la RN1. Et à partir de la RN1, au niveau de la jonction, au niveau de Kabeaka Mwanga, de la jonction avec la RN1, prend cours la RN7. Et cette RN7 peut relier le Congo central, peut relier Congo central à Kinshasa, Kinshasa Kwango, Kwango Kwilu, Kwilu le Kasai, Kasai central, Kasai central nous entrons Kasai oriental, Kasai oriental Sankuru, Sankuru Lomami, et Lomami on peut relier à la Tchopo. Et pour relier ça à la Tchopo, c'est la RN7. Et dès que nous relions Kasai central à la Tchopo, par là nous relions maintenant la Tchopo de Kisangani, on est à Bafasende, on a Komanda à Luna, donc là on est pratiquement à la limite avec le Nord Kivu. Or, la partie de Luna jusqu'à Beni étant déjà asphaltée, donc on arrive facilement au port de Mombasa. Avec les études de faisabilité sans lesquelles l'office de route ne saurait réduire la fracture routière que la délégation a palpée sur terrain, le Congo sera qualifié de trou noir, d'où cet appel au gouvernement et aux partenaires pour l'érection de nouvelles routes modernes sur la RN7, RND ainsi qu'autres routes nationales. On est resté pendant très longtemps, que ce soit des budgets d'investissement, que des partenaires
traditionnels, la Banque mondiale, le Fonds monétaire et consorts, l'Office de route n'a pas eu la chance d'avoir de fonds pour mener les études. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui un matin se réveiller pour dire la route que nous avons visitée de Kisangani, Banalia et Bouta, Doulia, c'est autant de millions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des études. Et les études à charge du partenaire. Comprenez? Les partenaires le font au risque et péril. Parce qu'il faut que les études soient concluantes, qui trouvent réellement qu'il y a des raisons de moderniser cette route-là. Il est très tôt qu'on dise ça prendra combien de temps, mais mieux vaut déjà commencer. Les problèmes posés par l'office de route, par le canal de ses cadres, est bien posé. À ce jour, partant de l'année 2008, l'office de route accuse un déficit d'engins. En prenant comme exemple les opérations de la modernisation de la voirie routière à Kisangani, l'établissement compte seulement un seul engin, laissant ainsi le monopole opérationnel aux sociétés chinoises. Ce qui est un grand handicap et qui ne facilite pas de choses pour cette entreprise. Découverte en 1526 par le conquistador espagnol, l'île de Gorgone est devenue un parc naturel d'une exceptionnelle richesse. Refuge de pirates puis propriété privée, l'État colombien s'est approprié de ces cadres, riches en biodiversité, pour y construire une prison de haute sécurité dans les années 1960. On y envoyait les criminels et les prisonniers politiques. Sous la pression des défenseurs de droits humains, des écologistes et des scientifiques soucieux de protéger ces paradis naturels, la prison fut fermée en 1984. Néanmoins, 70% du couvert forestier avait été coupé par le bagnard au fil d'années. Avec la fermeture de la prison, la nature a repris ses droits. Une végétation luxuriante recouvre le vestige de l'ancienne prison. Cependant, la faune et la flore de l'île sont toujours menacées. La montée des eaux érode ses côtes, l'océan se réchauffe et emporte des déchets. Malgré sa richesse naturelle, cette île attire peu de touristes. Les quelques rares s'y rendent les font principalement pour visiter le bagne. L'horticulture, une discipline qui s'occupe de la production des légumes, de fruits, de l'embellissement, ainsi que dans la lutte anti-érosive, ne cesse d'accroître en RDC. Le cas de ce jeune entrepreneur, Paul Mukendi, de l'entreprise Homo Vert, est à la promotion de l'économie verte avec son projet de recyclage des pneus usés servant à fabriquer des meubles pour le maison et le bureau. Un geste pour protéger l'environnement contre la pollution pneumatique. Homo Vert, comme le mot l'indique, c'est une entreprise dont moi-même je suis le directeur général. Qui fait Homo Vert? Nous sommes dans la promotion de l'économie verte. Présentement, nous avons lancé notre premier projet qui est de recyclage des pneus usés. Donc justement après crevaison, les pneus que l'on jette, nous récupérons ces pneus-là, on les transforme en table, on les transforme en pots de fleurs, on en fait des chaises, des poufs, des tabourets, mais aussi le projet est large, justement d'amener les pneus partout et dans tout ce qui est la vie quotidienne de chacun, une manière de donner une valeur économique à ces pneus-là. Un geste salué par la direction des reboisements et horticulture à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Ces secteurs très capital qui contribuent à l'adaptation et à l'atténuation. Kofi Binboteko salue les actions de ces jeunes entrepreneurs engagés pour la protection de l'environnement et ornement de la ville. Alors c'est un secteur très capital qui contribue aussi à l'adaptation et atténuation, c'est-à-dire dans la réduction de la pauvreté et du réchauffement climatique. Les activités horticoles jouent un rôle primordial dans la planète. Ça joue le rôle de l'adaptation et atténuation. C'est comme ça que je tiens à remercier les jeunes qui sont dans le secteur d'entrepreneuriat de l'horticulture. Ces derniers implorent l'appui des autorités afin d'embellir la ville de Kinshasa. On croit le chargé de la cartographie et travaux terrain. Les ministères contribuent à l'encadrement de ces jeunes et l'octroi de permis de partenariat. Dans les attributions des ministères, toute personne ou toute structure qui travaille, le ministère est là pour l'encadrement et l'octroi de permis de partenariat, de documents. Alors c'est ça l'encadrement. Et s'il y a un peu de conseils techniques, ils doivent passer à la direction d'horticulture pour l'encadrement. Et c'est comme ça les attributions du ministère, l'octroi
des avis favorables, des certificats d'enregistrement et ainsi de les accompagner d'une façon technique. C'est ce que fait le ministère de l'Environnement. Ce secteur, une source de revenus et une solution pour réduire la pauvreté. Kofi invite le jeune à s'engager et aimer les activités horticoles en honorant l'environnement par le flore qui joue le rôle de séquestrer le dioxyde de carbone et donner l'oxygène, aussi en recyclant les déchets pour en faire des pots de fleurs afin de contribuer à l'assainissement de l'environnement.